Vendredi 6 septembre de l'an 2024, bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. En marge des travaux du Forum sur la coopération Chine-Afrique, les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Niger se sont rencontrés et échangés à Beijing ce vendredi 6 septembre. Au terme des échanges, un communiqué a été conjointement rédigé par les deux parties. Vous suivrez en début de cette édition le communiqué conjoint qui a été signé. Bourse complète pour les 13 premiers du Bénin à l'examen du certificat d'études primaires CEP session 2024. Une initiative de la Fondation Claudine Talon qui s'inscrit dans le cadre du projet Excellence en milieu scolaire pour encourager ces différents apprenants. Des précisions dans ce journal. En sport, parlons du badminton. Le Bénin a récemment remporté le championnat d'Afrique scolaire à Thiès au Sénégal. Revivez le retour des champions d'Afrique à Cotonou dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. En marge des travaux du Forum sur la coopération Chine-Afrique, les ministres des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, et celui du Niger, Bakari Yahou Sangaré, se sont rencontrés et échangés à Beijing ce vendredi 6 septembre 2024. C'est dans la perspective d'un règlement des difficultés survenues dans les relations entre ces deux pays frères. Au terme des échanges, un communiqué a été conjointement rédigé par les deux parties. Suivez-en son contenu, présenté par Barry Koyejibo, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur du Niger. Communiqué de presse. Le 6 septembre 2024, Son Excellence M. Bakari Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, et Son Excellence M. Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, ont eu un entretien bilatéral en marge du sommet 2024 du Forum de coopération sino-africaine à Beijing. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont discuté de la normalisation en cours sous le leadership de leurs chefs d'État respectifs des relations entre les deux pays. C'est ainsi qu'ils ont évoqué, pour s'en féliciter, l'échange de délégations entre les deux pays, la présentation le 6 août 2024 des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bénin auprès de la République du Niger, Son Excellence M. Gildas Akonkan. La convocation à une date qui sera arrêtée d'un commun accord de la 12e session de la Grande Commission mixte de coopération Niger-Bénin. La partie nigérienne a en outre fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière. Dans la droite ligne des échanges antérieurs, la partie béninoise a rassuré la partie nigérienne et réitéré la disponibilité de ses autorités compétentes à œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance. À cet effet, les deux parties sont convenues de la poursuite des échanges entre les autorités compétentes des deux pays. Enfin, les deux parties sont convenues
d'une prochaine rencontre à New York en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, fait à Beijing le 6 septembre 2024. Bonne nouvelle pour les 13 premiers du Bénin à l'examen du certificat d'études primaires CEP session 2024. Dans le but d'encourager ces différents apprenants, la Fondation Claudine Talon offre à ses 13 premiers des bourses complètes au lycée Pierre-Manuel Talon. L'annonce a été faite par l'un des membres de la cellule de communication de la présidence du Bénin à travers un post sur sa page Facebook ce vendredi. À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, ces élèves vont faire partie de la première promotion du lycée Pierre-Manuel Talon qui ouvre ses portes dès cette rentrée scolaire. Selon le poste, les bourses offertes par la Fondation de la Première Dame couvrent l'intégralité des frais de scolarité de la 6e jusqu'en classe de terminale des 13 jeunes élèves. Elles couvrent également leur logement ainsi que leur pension complète. Cette bourse offerte à chacun de ces élèves s'inscrit dans le cadre du projet Excellence en milieu scolaire de la Fondation Claudine Talon. Rappelons que ces deux critères entrent en ligne de compte pour l'octroi de cette bourse. Il s'agit de l'âge et de l'origine géographique, d'où tous les départements sont représentés dans cette première cohorte de boursiers de la Fondation Claudine Talon. On poursuit cette édition. Le mandat d'arrêt est un acte de procédure émis par un juge d'instruction visant à priver de sa liberté un individu à qui il reproche d'avoir commis une infraction et ce durant une durée minimum de 5 jours, qui peut émettre un mandat d'arrêt international et dans quelles conditions. Élément de réponse avec le juriste spécialiste des droits de l'homme Fréjus Atindoglo. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nancirine Fatoumi. Le procureur émet un mandat d'arrêt contre une personne seulement dans le cadre d'une enquête préliminaire. Parce que, vous savez, le procureur a l'opportunité de la poursuite. Donc, lorsque le procureur décide de poursuivre une personne, le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement. Ça dépend de l'infraction commise par la personne. Donc, une fois que le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement, le procureur ne peut plus décerner un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Derrière, le procureur ne peut plus poser un certain acte de procédure à partir du moment où le juge est saisi, le juge de jugement ou le juge d'instruction est saisi. Donc, le procureur ne peut plus émettre un mandat d'arrêt. Mais le procureur peut dans sa réquisition, demander au juge de décerner un mandat d'arrêt contre telle ou telle autre personne. Le procureur peut décerner un mandat d'arrêt international lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire. Donc lorsqu'on se retrouve également dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international. Lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt international afin que cette personne soit recherchée et ramenée devant lui ou détenue. Après, lorsque la personne est déjà condamnée, le juge de jugement, après avoir rendu sa décision, peut décerner également un mandat d'arrêt afin que cette personne condamnée soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Alors, un mandat d'arrêt peut être émis dans 3 conditions. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la police judiciaire sous l'autorité du parquet dirigé par le procureur de la République et que ce dernier constate que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne répond pas aux mesures de police ou ne se présente pas devant lui comme il lui est demandé, le procureur peut demander que cette personne-là soit arrêtée à travers un mandat d'arrêt qui est un document qui demande que la personne soit recherchée et détenue dans une maison de sûreté le temps qu'il soit entendu. Donc la deuxième chose, c'est qu'un mandat d'arrêt peut être émis lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une instruction. Donc le juge d'instruction
dans ses recherches, constate qu'il y a une personne soupçonnée ou une personne impliquée qui ne se présente pas ou ne répond pas aux mesures, peut également décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international, contre cette personne-là, afin que cette personne soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Et la troisième partie, c'est que lorsque la personne recherchée ne répond pas toujours et que le juge de jugement arrive à condamner cette personne-là, le juge décerne également un mandat d'arrêt afin que cette personne-là soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Michel Barnier a été nommé Premier ministre par le président français Emmanuel Macron ce jeudi 5 septembre 2024. Sa nomination intervient 60 jours après les législatives en France. Il succède ainsi à Gabriel Attal. Selon l'analyste et consultant politique Hamzat Abdoulaye, il s'agit d'une nomination partie sur le principe du moindre mal. Suivant un extrait de son argumentaire au micro de Quentin Amosso. Alors, on peut parler d'une nomination complexe, une sorte de nomination inédite dans la Ve République parce qu'ancrée dans un contexte de crise politique profonde. Il y a 2 mois, la France avait organisé des élections législatives qui ont vu une nouvelle gauche, comme cela s'entendait, l'emporter, mais à peu de voix près contre l'extrême droite du Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors, on avait une possibilité de cohabitation, c'est-à-dire le président de la République nomme un Premier ministre qui n'est pas de son camp, qui n'est pas de son camp traditionnel. Où on avait la possibilité d'avoir une coalition, c'est-à-dire la coalition mettrait en avant le bloc central du chef de l'État Macron avec les LR, donc la droite traditionnelle, et avec le parti vainqueur, en principe le NFP et la nouvelle gauche. Cela ne s'est pas fait, il n'y a donc pas eu ni cohabitation, ni coalition. Et la nomination de Michel Barnier incarne un choix fort de Macron qui, pour moi, veut continuer sa politique interne, sa politique économique, sa politique régalienne, en mettant l'accent surtout sur des principes qui lui sont chers. Et ça, c'est en rupture avec le programme de la nouvelle gauche, du NFP, de Jean-Luc Mélenchon. Et on est peut-être au début d'une crise encore plus profonde, parce que en tant qu'analyste politique et géopolitique, je peux me tromper, mais nous sommes certainement face à un gouvernement qui va devoir lutter contre la probable censure de la nouvelle gauche qui, on doit le dire, a une majorité tout de même si c'est à peu de voix près. L'autre chose, et là c'est la chose la plus importante, c'est que la nomination de Michel Barnier est partie sur le principe du moindre mal. L'Organisation internationale Direct Aid Bénin a organisé ce jeudi la journée nationale de réflexion des jeunes. Les assises qui ont pour but de trouver des solutions aux difficultés des anciens pensionnaires ont réuni plus de 70 participants. Le reportage est signé Arnel Do. Journée nationale de réflexion des jeunes. Direct Aid Bénin innove avec une activité inédite. Et pour cette première édition, les hostilités sont placées sous le terme insertion socio-professionnelle. Cette journée réservée aux anciens pensionnaires des centres de Direct Aid Bénin a eu les bénédictions des dirigeants pour l'occasion. On souhaite qu'on va trouver des cadres, vous êtes des cadres, donc derrière Direct Aid, il est toujours derrière vous. Ce n'est pas quitter l'orphelinat qui directement vous oubliez, non. Elle est derrière avec tous les efforts, elle est avec vous. Plusieurs raisons ont motivé cette initiative. Direct Aid a eu à prendre en charge des orphelins dans ces orphelinats et aujourd'hui ces orphelins sont devenus des jeunes qui pour la plupart n'ont pas encore réussi
à s'insérer sur le plan social et sur le plan professionnel. Donc l'idée de les rassembler, c'est de pouvoir renforcer le réseautage entre eux et ensuite pour qu'ils fassent des réflexions sur les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie et qu'ils fassent également des propositions à l'endroit des autorités en vue d'améliorer leur situation ou leurs conditions de vie. De cette journée meublée par plusieurs activités, les jeunes de Daeret Aid Bénin ont formulé des recommandations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Parmi ces recommandations, nous pouvons citer des partenariats que les anciens demandent qu'ils soient réorientés. Puisque aujourd'hui, Daeret Aid a des accords de partenariat un peu partout. Donc ces partenariats pourront permettre aussi de donner d'emploi aux jeunes. Il y a également des projets de développement que nous demandons en plus en dehors de ce qui est fait et un suivi, surtout un suivi. Une journée de réflexion qui a réjoui tous les anciens pensionnaires de l'organisation internationale. Cela a été d'abord une surprise pour nous puisqu'on ne s'attendait pas à cet événement très précieux. Et nous sommes tous heureux et on voit la joie sur le visage de tout un chacun de nous à cause des retrouvailles, de ceux qu'on ne s'est pas vus depuis 10 ans, depuis 5 ans. Aujourd'hui, on se retrouve, on est très heureux, on lit la joie sur tous les visages. Daeret Aid Bénin, engagé, compte faire de son mieux pour le bien-être de ses pensionnaires au sein et en dehors de l'institution. Le nouvel an rime avec les vœux et les résolutions. Asafo Atsefoli Bébé, le prince régent du peuple Guin, a profité de la 361e édition de la pierre sacrée du 29 août dernier pour lancer un appel aux repentis, suivant un extrait de son passage au micro de Carles Kitomé. C'est nos malentendus, nos colères, nos querelles qui l'ont sali, leur rendant blanc sale. Sinon, à l'origine, la pierre était blanche. Il a dit, c'est nos incompréhensions qui l'ont sali et qui l'ont rendu blanc sale. Quand la pierre donne ses recommandations, je pense d'abord à ce que moi-même, je pourrais faire. Quand vous allez à la messe, n'attendez pas les recommandations du prêtre. La pierre représente l'ensemble de nos divinités. Je sais les erreurs que j'ai commises. Je ne vais pas attendre que la pierre me dise ce que je dois faire ou que je peux faire ou pas. Vous comprenez? C'est comme ça que moi je l'entends. Quand on dit de ne pas avorter, quand la pierre recommande de ne pas avorter, sinon il y a ça. Dans d'autres régions, on a dit tu ne tueras point. Est-ce qu'on a bien que la pierre a besoin de me le redire encore? Et je n'ai pas besoin d'être chrétien pour obéir à ces commandements-là. Quand on me dit de prendre soin des jumeaux, je sais en tant que gain que les jumeaux, nous les avons souvent considérés comme des êtres extraordinaires. Ce qui est extraordinaire, on en prend soin. Moi, si on n'en prend pas soin, du moins on le craint. Donc quand tu crains quelqu'un, tu le respectes. Voilà. Donc, c'est juste une logique ou l'association des choses dans leur logique. Vous comprenez, vous observez et vous faites. Et puis on parle religion à présent en langue française. Le veuvage désigne l'état d'une personne veuve et non remariée. Dans la religion musulmane, il est encadré par quelques règles et critères. Plus de clarification avec Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nansérine Fatoubi. Le veuvage est dans le cadre de l'adoration en islam. L'islam nous recommande tous ceux que leurs maris vont les laisser en vie et ils vont partir. La femme doit observer 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours pour rester dans un endroit calme, et ceci, l'islam l'a fait pour que la femme quand même donne un respect
et en honneur pour son mari qui est parti, qui était le responsable de la maison, qui venait à son secours, qui était là pour elle. Et son départ sera cher pour elle et qu'elle doit observer ces moments pour quand même respecter la mémoire de cet homme qui est parti. C'est dans ce cadre que nous voyons d'habitude beaucoup de musulmanes respectent ces cas et ces conditions, surtout chez nous au Bénin. C'est bien vrai, d'autres en exagèrent d'une manière qu'on va interdire certaines choses à la femme, de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci. Or, d'une manière générale, ça a été d'abord interdit à la femme, qu'elle soit veuve ou pas, de ne pas sortir d'une manière désordonnée. La femme est tellement honorée, elle ne peut pas sortir comme elle veut, quand elle veut, mais non. Il y a quand même des conditions, des règles. Voilà, tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ne sortez pas en désordre comme le faisaient les ignorantes qui ne savaient rien de la religion et qui ne comprenaient rien de la vie. Donc, cela veut dire que d'une manière automatique, la femme qui est dans le veuvage donc doit respecter toutes ces règles aussi. Ce n'est pas que on va l'empêcher même de ne même pas faire quelques besoins qui sont fondamentaux, mais plutôt elle va essayer seulement d'éviter les sorties. D'autres refusent pour elle de se maquiller, de faire tout. Bien sûr que oui, c'est vrai, parce que si ton mari est parti et que tu te maquilles à qui? Tu as déjà un prétendant qui t'attend. Donc c'est dans cette logique que les gens refusent quand même pour que nous sentons un peu la douleur et que nous partageons ce moment avec la famille de ce monsieur qui est parti. Et aussi du côté scientifique, le fait que la femme reste 4 mois sans avoir aucune autre relation, ça soit sexuelle, alors ça peut être visible. Si cette femme était enceinte pour le monsieur qui est parti, alors la grossesse, donc eux doivent l'entretenir jusqu'au moment où elle va accoucher. Et puis on parle sport à présent. Le match du groupe D des éliminatoires s'annonce sous fond de revanche. Victorieux en juin lors des matchs de qualification au Mondial 2006, les Guépards du Bénin partent avec les ferveurs du pronostic, estime Edmé Kodjo, ancien sélectionneur de l'équipe nationale de football du Bénin. Suivez ses explications au micro de Setondelarius Adjagweno. Les Guépards, ils sont en train de surfer sur une ascendance positive en ce sens que ces Guépards, au niveau du matériel humain, de l'effectif de l'équipe, ils sont retrouvés maintenant un 11 entrant et ne serait-ce qu'un banc de touche complémentaire. Et donc depuis 4 sorties, ils ont retrouvé le sourire. Ils ont de beaux yeux, les Guépards. Mieux, de l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du Nigeria, de l'équipe Nigeria, il y a des dissonances. Des dissonances entre dirigeants, entre joueurs. Ce n'est pas souvent un très bon signe quand on doit se souder pour attaquer. Donc les écureuils, les Guépards, autant pour quelqu'un, doivent profiter de tous ces paramètres, à savoir qu'ils ont établi des automatismes au niveau du jeu, au niveau des phases de jeu, au niveau des principes de jeu. Ils ont pu asseoir des automatismes. Donc je pense qu'ils doivent en profiter par rapport à l'adversaire qui se recherche toujours depuis un bon moment pour ne serait-ce que prendre le large ou bien se rassurer par rapport à ces Nigérians. Parce que eux, c'est le Nigeria qui a la pression. Eux, ils ont la pression. Nous, on joue avec tout notre sérieux, mais on n'a pas cette pression parce qu'ils nous craignent. Et plus le temps va passer, les Nigérians seront déconcertés et on pourra toujours les surprendre comme on en a l'habitude. Peut-être ils ont mis du temps à retrouver des automatismes, ils ont mis du temps à asseoir
ce que je disais tout à l'heure, les phases de jeu, les principes de jeu. Vous savez, on a la balle, on n'a pas la balle. Les 2 phases transitoires, c'était mal géré, ce n'était pas automatisé, ce n'était pas stabilisé. Maintenant qu'ils ont des acquis, qu'ils ont au niveau du matériel humain, de l'effectif, on dit le choix, on choisit un système de jeu en s'appuyant sur le matériel humain qu'on a. Donc c'est en fonction des joueurs que vous avez, Donc on suppose que l'un dans l'autre, ils sont retrouvés cet effectif complémentaire. Hein, et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent avancer tranquillement. Le coup d'envoi du match Nigeria-Bénin sera donné à 17h. Le public peut suivre en direct la rencontre sur la chaîne cryptée Canal+, précisément sur le canal 11. Toujours sport, du badminton, le Bénin a récemment remporté le championnat d'Afrique scolaire à Thiès au Sénégal. Revivez dans cet élément le retour des champions d'Afrique à Cotonou cette semaine. Reportage signé Seton Delarius Adjagwena. Liesse et enthousiasme à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou pour accueillir les champions d'Afrique scolaire par équipe garçon de badminton 2024. À Thiès au Sénégal, Lewis Panou, Pakom Sounouvu, Jordi Bassa et Chris Wisnel Akorodja dominent la concurrence en battant notamment en finale les Seychelles 3-7-2. Être champion d'Afrique, c'est une grande chance, je veux dire, face à toutes ces autres équipes qui sont venues pour défendre le pays. Ça a été un honneur pour nous de faire partie des meilleurs et d'être à la tête de l'Afrique. Nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé. Et cela montre vraiment que le peuple béninois est derrière les équipes béninoises, surtout celle du badminton. En dehors du titre chez les garçons, les jeunes badistes béninois ramènent dans leurs escarcelles 39 médailles dont 22 en or, 10 en argent et 7 en bronze. Ça a été un travail un peu plus psychologique. Les athlètes se sont remis en question après certains matchs et ils ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait aussi la détermination. Il fallait être déterminé, donner le meilleur de soi-même sur le terrain. Maintenant et ici, le plus dur commence. Travailler pour conserver le titre lors de la prochaine édition. Vu que nous sommes champions maintenant, les autres équipes vont se préparer en conséquence pour pouvoir prendre cette place. Donc nous-mêmes, nous devons aller en arrière pour nous donner plus de force et revenir en tant que champion. L'euphorie doit donc laisser place au travail car l'équipe est attendue en île Maurice en novembre prochain aux Jeux de air badminton. Rendez-vous sportif du week-end, le championnat national de taekwondo 2024 va se tenir demain samedi 7 septembre au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Le dimanche, la Fédération béninoise de kickboxing organise le premier championnat national de ce sport de combat pied-point au Bénin à Godomain. Le même jour, les play-offs de la Ligue professionnelle de handball démarrent au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Hors de nos frontières à présent, un incendie s'est déclenché dans la matinée de ce jeudi 5 septembre 2024 au port autonome de Lomé, capitale togolaise, précisément dans le bassin de l'ancien port de pêche. La direction générale du port dresse un bilan de 3 navires embrassés par le feu, d'importantes pertes matérielles substantielles, 3 caboteurs mis hors d'état de service, mais aucune perte en vie humaine n'a été signalée. La cause de l'incendie reste encore inconnue, mais les enquêtes se poursuivent sur les circonstances entourant cet incendie. Du Togo, rendons-nous au Sénégal où le président Bassirou Diomaye Faye a convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale face à la menace d'une motion de censure déposée par l'opposition parlementaire pour faire tomber le gouvernement. Alors que les députés du camp de l'ancien président toujours majoritaire ont déposé une motion de censure pour faire démissionner le gouvernement, l'exécutif contre-attaque.
4 points sont inscrits à cette session extraordinaire, à savoir la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, une stratégie pour imposer l'examen d'un certain nombre de propositions de loi plutôt que celui d'une motion de censure. Le président s'est appuyé sur l'article 84 de la Constitution sénégalaise qui donne la priorité au chef de l'État sur l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZTV.